Jazz. Philippe Baron. Bonsoir et bienvenue dans Jazz, jour des invités. Nous sommes mercredi, nous recevons d'une part quelqu'un qui est venu récemment pour toute autre chose. On a voulu séparer les deux. Stéphane Mercier dans la boîte de jazz. Vous étiez venu et c'était extrêmement sympathique avec Jacques Mercier. On sait bien la musique. Très bien connu dans le milieu. Et puis d'autre part, nous recevons pour la première fois dans cette émission un homme de radio, un homme de télévision, un musicien. Encore des tas d'autres choses sans doute que je ne connais pas et qu'on va découvrir peut-être, c'est Jan Houtekiet. Bonsoir. Alors vous venez en tant qu'ami et peut-être admirateur un peu aussi de Marc Moulin. Surtout admirateur et j'espère un peu ami aussi. Pour le 5e anniversaire de sa disparition, un spectacle spécial a été mis sur pied avec votre concours à Flagey. Je pense que la première partie c'est un documentaire que vous avez produit d'ailleurs. Non, c'est un documentaire qui a été produit par la VRT Télévision qui s'appelle Belle Pop. C'est une série sur tant d'artistes principalement pop, mais Marc Moulin était un peu tout, était musicien de jazz mais aussi de musique pop. Ah, je croyais que vous étiez le réalisateur, non, l'homme derrière la machine. Non. Il faut, on peut pas tout faire. Non, mais je trouve que c'est un joli produit qui a été fait et qui sera soumis au public mercredi prochain, le 20 novembre à Flagey. Assez tôt, 19h15, il faut pas être en retard. 19h15 non, si on veut voir ce documentaire. Et puis d'autre part, le concert. Alors c'est un concert mammouth. Je suis assez impressionné qu'on ait pu réunir des gens qui ont effectivement travaillé avec Marc Moulin, qui ont produit, mais parfois depuis très longtemps, comme Philippe Catherine. Exactement. Marc Moulin était sur le tout premier disque de Philippe Catherine en 69, Streams. Donc ça remonte quand même à pas mal d'années. En plus, on jouera un morceau de Streams. Vous allez jouer un morceau de Streams. Et alors, il y a bien sûr des gens qui, par la suite, ont rejoint Marc Moulin dans ses projets de jazz et qui nous touchent particulièrement dans cette émission, comme Fabrice Salman, Bert Joris, dont on oublie l'un ou l'autre, Richard Rousselet probablement. Et puis, il y a tous les autres que je ne connais pas bien et que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Eh bien, qui sont peut-être plutôt des artistes pop, soi-disant pop. Il y a quelqu'un comme Alec Mention qui a fait de la musique pop. Il y aura The Sparks, qui est quand même un groupe assez connu, un groupe américain. C'était des vrais amis, hein. C'était des vrais potes et on n'a pas dû demander deux fois s'ils venaient. C'était immédiatement, oui, on est en tournée en Europe et on vient certainement à Flagey. Et Dan, qui est comme assez connu, je pense, de la partie francophone aussi, qui est un artiste pop, qui était aussi là l'année après la mort de Marc au concert Belgavox. Il a plus ou moins remplacé Marc quand Telex a produit Moscow Disco là à ce concert au ESL. Non, et il y en a beaucoup d'autres encore, hein. Burgala sera là, enfin, à moins qu'il y ait Alain Chamfort. Alain Chamfort, oui, c'est vrai que c'était. Et il y aura naturellement, logiquement, il y aura aussi Christa Jérôme, la chanteuse avec laquelle Marc a produit les 3 albums Blue Note, et était aussi en train de préparer le 4e album. C'est donc ça les inédits sur la compilation qui vient de sortir. Exactement. C'était le projet de ce 4e album. C'était une partie du projet. Il y avait encore des démos en situation inachevée, mais celle où on entend de la contrebasse, c'est vraiment de la contrebasse jouée par Marc Moulin ou bien c'est un clavier Marc était quand même devenu homme orchestre littéralement, et aussi il maîtrisait très bien toutes les techniques de studio, de sampling. Donc je présume que la contrebasse c'était une contrebasse qui sonne analogique, mais qui est digitale. Qui est pilotée par clavier, quoi. Hein, oui. Oui, voilà. Donc, on n'aura pas le temps d'écouter tout ça aujourd'hui, mais on va quand même aller vers on va dire un fantasme de tous les amateurs de jazz. On a à peu près le même âge, j'ai l'impression, Yann. Donc, vous avez dû écouter Cap de Nuit, éventuellement. Ah oui, c'est par Cap de Nuit et King Kong que j'ai connu Marc. Finalement, c'est le premier moment auquel je me réalisais de l'existence d'un Marc Moulin qui était si généreux, qui m'expliquait et qui m'invitait à écouter des musiques que je ne connaissais pas, et qui finalement me donnait beaucoup, mais pas trop d'informations, et qui me donnait surtout le goût de beaucoup de différents genres de musique. Donc vous êtes reconnaissant. Je suis très reconnaissant pour le reste de mes jours. Bon, alors à l'époque, je sais pas, moi j'aurais voulu faire ça, mais ça n'a jamais été possible. Il se faisait remplacer quand il avait autre chose
chose à faire, eh bien, il y avait une équipe qui venait prendre le relais. Moi, je suis là tous les jours, je ne suis pas remplacé. Donc, il doit y avoir des trucs, vous m'expliquerez, hein, Yann. Il doit y avoir des trucs pour arriver à ça. Mais donc, quand il se faisait remplacer par Jacques Beccart, qui était aussi un immense musicologue, quelqu'un qui était à fond dans la musique contemporaine et qui ne dédaignait pas utiliser la pop et en parler, il disait, bon, ben voilà, le patron est occupé à faire de la musique, donc c'est moi qui présente aujourd'hui. Et la musique à l'époque, donc début des années 70, c'était Placebo.
Showbiz Suite, donc début des années 70, Marc Moulin, l'époque de groupe Placebo, et que j'ai voulu qu'on l'écoute en entier, même avec le petit solo de contrebasse un peu bizarre ou de basse électrique, je ne sais plus, de Nicolas Kletchkovski. Et donc nous sommes en présence de Jan Otekit qui a participé à l'élaboration, je crois on peut dire ça, de la soirée Marc Moulin la semaine prochaine. Donc documentaire suivi d'un énorme concert avec plein de gens, y compris maintenant la deuxième génération, parce qu'il y a le fils de Philippe Geluck. C'est Antoine Chance, c'est ça, donc qui est chanteur et donc qui fait partie, c'est vrai que ça fait partie un peu de la famille, et donc qui est prévu pour cette soirée également. Et puis on est avec Stéphane Mercier qui vient nous présenter son projet Duologie, et qui vous avez connu forcément Marc, il faisait un peu partie de la famille d'une certaine manière, il travaillait avec votre père pendant des années. Oui, mais je lui ai très peu parlé, et les meilleures communications que j'ai eues avec lui, c'était par email. Alors j'étais en train de dire justement que malheureusement j'avais perdu ses emails, mais tout ce qu'il écrivait était magnifique et plein d'humanisme et de générosité. Et d'humour. Et d'humour, oui. Enfin, dans mon cas, il n'y avait pas trop d'humour, mais j'ai vraiment apprécié. Donc j'ai voulu écouter ça complètement parce qu'on se replonge dans le son d'une époque. C'est une époque où le Fender n'est pas encore vraiment arrivé en Europe. Et il m'a toujours expliqué que c'est à cause de ça qu'il avait utilisé le Wurlitzer, ce piano un peu particulier, pendant des années, parce que le Fender n'était pas arrivé. Et donc, c'était un clou de son cercueil, parce que lui, il écoutait In a Silent Way, il écoutait Betty's Brew, il y avait du piano électrique, il aurait voulu faire la même chose, et il était coincé avec ce vieux Wurlitzer, qui est devenu un instrument culte quand même maintenant, donc c'est amusant. Qu'il a acheté chez Le Grand Jojo, artiste pas vraiment jazz, mais quand même, il a acheté son premier Wurlitzer chez Le Grand Jojo, c'est quand même Je me demandais, spécial. puisque on a un témoin, est-ce que Marc Moulin a une influence quelconque sur l'auditeur en Flandre, comme il l'a eu en partie francophone du pays, où l'influence a été vraiment importante au début des années 70? Tous les gens branchés voulaient écouter Cap de Nuit. Comme animateur et comme homme de radio, certainement avec Cap de Nuit et King Kong, il y avait quand même, il y avait aussi, on était encore plus en Flandre dirigé quand même à cette époque-là, les années 60, 70, on était quand même plus dirigé vers la partie francophone du pays. On était un pays à cette époque-là. Et puis après, naturellement, avec Radio Cité, il a quand même eu un très grand impact aussi en Flandre. Donc les week-ends, on écoutait Radio Cité parce qu'il n'y avait pas rien de comparable en Flandre. Il n'y avait pas de musique, pas de station branchée, pas de station pop, de station avec de la musique black, parce que c'était surtout la musique black. Donc il a quand même eu une influence. La Flandre a toujours eu une grande réceptivité pour le blues, par exemple. Il y a une scène blues très forte en Flandre déjà à cette époque-là, et peut-être que lui s'y raccrochait. Eh bien, je connais pas son affinité avec la Flandre, mais je sais que dans les 10 dernières années de sa vie, il était quand même très attentif pour la Flandre. Il aimait, il attendait quand même une certaine reconnaissance en Flandre, et il était très heureux au moment où il a reçu le Zami Award, qui était un grand prix, un assez grand prix pour des musiciens de jazz et de pop. Et quand il l'a reçu, je sais qu'il était très très heureux. Alors quand on travaillait avec lui, parfois on se disait, mais le week-end prochain, est-ce que Marc... Ah non, Marc est à Ostende. Il avait un appartement à Ostende, il adorait la mer. Donc la Flandre, pour lui, c'était un important lieu de réflexion. C'est là qu'il se retrouvait le week-end pour avoir cette productivité pendant la semaine. Il allait se ressourcer en Flandre. Et il travaillait avec beaucoup de musiciens flamands aussi, notamment Yvan de Sauter était des siens. Enfin, il travaillait régulièrement avec des musiciens flamands. Evert Therese, Kevin Mulligan n'est pas vraiment un flamand, mais il travaillait quand même régulièrement avec des musiciens flamands aussi. Et alors, le trompettiste, il m'avait un jour, au moment où il a eu l'occasion de refaire des disques avec Blue Note, on discutait musique forcément dans les bureaux. Il me dit, mais toi, parce qu'il était un peu plus dans la pop que dans le jazz, toi qui as suivi le jazz et qui connais tout ça, parce qu'il aimait bien un peu flatter, toi qui connais tout ça sur le bout des doigts, alors que il était sûrement beaucoup plus qualifié. Il me dit, quel serait le bon trompettiste pour faire un projet Et je lui ai donné 2 noms, et un de ces 2 noms était Berthioris. Voilà. Et l'autre Ça, je ne peux pas dire. Alors, Stéphane Mercier, je me rappelle aussi à propos de Marc Moulin, que quand il a entendu Eric Lignini, il a dit, j'ai compris, ce type a largement moins de la moitié de mon âge, je n'arriverai jamais à jouer comme lui, ma carrière de pianiste, grand soliste de jazz, je l'oublie pour toujours. C'est vrai, il m'a dit ça. En entendant Eric, qui a commencé sa carrière à 16 ans, donc, qui était prof de conservatoire à 20 ans, après avoir passé 2 ans à New York déjà,
pris des cours avec Richie Bayrak, qui fait une carrière depuis 20 ans en France, 10 ans comme sideman, donc engagé, et 10 ans comme soliste. Et avec quel succès maintenant, hein? Pardon? Avec Nougaro, Claude Nougaro. Il a produit aussi, oui, il a joué avec Nougaro, entre autres. Oui, et donc, c'est pas étonnant que vous ayez voulu l'avoir sur votre projet Duologie. Eric, Eric, c'est quelqu'un, on a exactement le même âge, j'ai pas du tout le même parcours que lui. Je l'ai eu comme prof de conservatoire à 20 ans, on avait le même âge, c'est sidérant. Il était toujours resté d'une sympathie et d'une humilité assez spéciale, je dois dire. C'est quelqu'un de très spécial. Et quand j'ai fait ma Dream Team, ma petite liste pour cet album de Duologie, c'était un des premiers à me répondre le plus rapidement possible en disant « je viens ». Alors ce qui a été étonnant, c'est que j'imaginais pas ça de quelqu'un de son expérience, mais on a reporté la première date de studio parce que comme il était lui-même producteur en studio pendant 2 semaines à ce moment-là, il m'a dit « je vais plus jouer de ma souris que de mon clavier ». Donc, souris d'ordinateur, hein, bien entendu. Et donc, on a reporté pour qu'il puisse pratiquer avant le studio. Alors là, je me suis dit, mais quel respect. Encore une fois, respect, générosité, professionnalisme. Il a dit, je viens tout de suite, Stéphane, ça me changera de Daniel Roméo. Il revenait de chez lui quand il est venu en studio. Oui, oui, je pense que depuis 5 ans, ils font un disque imaginaire ensemble, qui ne sortira jamais, évidemment, comme d'habitude. Enfin, je ne sais pas. Mais on écoute votre duo à vous, qui existe, qui est publié maintenant sur les plateformes Internet. C'est Eric Legnini dans Artichoke Facial. Je n'ose pas vous poser la question. Si, vous pouvez. J'ai eu ma période, comme tout le monde, de séries américaines. Et ça m'a beaucoup fait rire dans cette série. Les gens portaient un masque de beauté dans la ville des artichauts, un masque fait d'artichauts. Et comme il s'agit d'un masque, comme j'ai fait une reprise pour ce morceau-ci, j'ai fait une reprise du morceau de Coltrane qui s'appelle Like Sonny. J'ai pris la même grille d'accords, j'ai mis une autre mélodie, j'ai changé le groove. Et c'est légal, hein. Et donc, le titre qui m'a fait rire m'a fait penser à un masque, revisiter ce morceau de Coltrane. Voilà.
Les aventures en duo de Stéphane Mercier. Nous sommes aussi avec Yann Autokid qui nous parle de la soirée Marc Moulin. C'est à Flagey la semaine prochaine, mercredi prochain, je pense, le 20. Mercredi prochain. Et exact. Ça doit se réserver. J'imagine qu'arriver à la dernière minute, comme j'ai l'habitude de le faire, c'est prendre un risque. on espère que ce sera complet. Et on a quand même, je pense, un joli programme. On commence avec la vision du Bel Pop, donc de l'émission qui a été faite par la VRT. Et puis on aura quand même beaucoup d'invités. On aura Philippe Catherine, Alain Chamfort. On aura 20 ou 22 morceaux à jouer. Et puis après, il y aura aussi une soirée lounge avec Bernard Dobelair. DJ Dobelair, oui, se connaissait, il s'appréciait, je pense. Je ne sais Marc et Bernard. Oui, je pense. S'il sera là, je suppose qu'il s'appréciait. Et vous jouez? Et je ferai partie du band. Il n'avait pas envie de le dire, mais vous allez jouer. Je vais jouer, mais je ne serai pas seul du tout. Il y aura comme rythmique Patrick Dorséan et Renoir Adry qui ont joué le tout dernier concert que Marc a joué à Flagey. Il y aura Carlo Nardosa, le trompettiste. Il y aura Peter van Andries, le saxophoniste. Il y aura Fabrice Alman en invité. Il y aura Richard Rousselet. Il y aura Paul Flush qui fera les orgues, parce que Marc était quand même aussi fan de l'orgue en général. Bien sûr. Je me rappelle que j'étais chez lui en studio, il avait découvert un nouveau plugin avec des sons d'orgue. Il était heureux comme un gosse avec ses nouvelles. La télévision lui avait demandé de faire des jingles et il était arrivé avec des sons d'orgue magnifiques. Et un type qui avait 3 fois moins d'années que lui avait dit « Ah mais non, ça c'est pas possible, c'est beaucoup trop ringard ». Et Marc avait été très énervé. Il avait été discuté au-delà du type pour faire passer son idée, qui était excellente évidemment. Voilà. Ah ouais. Donc Marc Moulin, je trouvais qu'il y avait un petit peu de son Marc Moulin dans le traitement de la sonorité de basse là, sur votre enregistrement, Stéphane Mercier. Ah, c'est un grand compliment. J'ai eu la chance de travailler avec un jeune génie du son qui s'appelle Alexandre Azzaro, qui est français. Et c'est en grande partie grâce à lui que j'ai pu faire cet album qui quand même est un album qui aurait coûté cher si j'avais dû payer le studio, parce que c'est quand même 2 semaines de studio, puis 2 semaines de mixage. On a 16 duos différents. Chez Blue Note, c'est 2 jours maximum. Hein. Voilà, d'habitude les albums, c'est irréalisable parce qu'il y a des albums, soit on a des purs duos, soit on a des overdubs. Donc des overdubs, c'est enregistrer, faire des couches d'enregistrement l'un au-dessus de l'autre. Et donc grâce au studio Avalon, à Tervuren, le producteur André Bontemps, j'ai eu autant de jours de studio que je voulais. Donc c'était une aubaine. Donc on a pu traiter le son, on a pu faire des recherches. Cette idée de jouer la basse comme si c'était pas une vraie basse, donc d'avoir un truc assez fixe comme ça et qui est un peu lancinant. Marc Moulin adorait les choses répétitives et même un peu minimalistes. Il avait une prédilection pour ça. Il y a un peu de ça, je trouve, dans ce qu'on vient d'entendre. Ah oui, d'accord. Oui, on a commencé avec donc cette basse qui est une basse piano qu'on a traitée par après. Et on l'a rendue un peu plus sourde parce que il fallait rendre ce côté encore plus grave qu'on n'avait pas encore sur le piano, qui était un Bechstein, et donc qui est un piano qui a un son vraiment adorable, mais qui reste un peu dans les aigus, un peu métallique. Il y a un autre kit, vous parliez parfois matériel, nouveautés technologiques avec Marc qui était fan. Oui, parfois, mais je suis pas trop technologue. Lui, il l'était parce que à la fin de sa vie, il était assez autonome. Il a beaucoup travaillé avec Alain de Bézieux, qui était vraiment sa main droite technique, disons. Mais Alain m'a dit lui-même que graduellement, il maîtrisait vraiment toutes les technologies de studio et qu'il était assez autonome dans son, si je me rappelle bien, il appelait ça le studio royal de Belgique. C'était chez lui, entre ses livres et ses disques, sa très grande collection de disques. Quand il était venu ici pour présenter le premier disque sur Blue Note, je me suis dit, je peux pas faire une interview de complaisance, ce serait quand même pas très régulier ni très professionnel. Donc j'avais pris toute une série de points concernant sa musique. J'ai déjà raconté ça plusieurs fois, c'est pas un scoop. Hein. Et donc j'avais dit, voilà, dans la tradition du jazz, on faisait ça, et vous faites ça. Et j'essayais de montrer que chaque fois, c'était peut-être trop simplifié, qu'on arrivait à des formules qui étaient trop synthétiques. Ah oui. Et notamment, je lui avais dit, dans les paroles de jazz, il y avait toujours une histoire, et là, il y a juste des slogans ou des mots qui sont répétés. Il m'avait dit, oui, mais bon, Dizzy Gillespie a fait ça, les onomatopées, ça fait partie aussi du langage du jazz. Etc. Mais il avait retenu quand même cette demi-critique, et qui étais-je pour oser critiquer? Il avait retenu, et pour le dernier disque, on a ce texte magnifique qui est Every Day is D-Day.
day is the day. Every day should be gay. Every day is the day. It's not wise to delay. Every day is the day. Every day's a new start. Every day is the day you can play a new part. Every day is the day. Every day's a new life. Every day is the day, a new car that you drive. Every day is the day. Every day's a new song. Every day is the day, don't be shy, sing along. Every day is the day. Every day should be gay. Every day is the day. It's not wise to delay. C'est l'univers de Marc Moulin, c'était une création de studio, donc c'est de plus en plus virtuel, les instruments, et on se demande pourquoi il a encore besoin de vrais musiciens. Yann Autokid, vous qui l'avez côtoyé, pourquoi voulait-il toujours un musicien comme Bertioris ou Fabrice Hallman, comme on vient d'entendre au soprano là? Parce que d'abord la sonorité d'une trompette, on n'imite pas ça, on peut essayer de s'approcher de ça, mais finalement c'est comme, il m'a toujours dit, c'est la trompette et le trombone, c'est très très proche de la voix humaine. Et une voix humaine comme la voix de Christa ou sa propre voix, c'est quelque chose qu'on n'imite pas du tout. Donc c'était le mix entre ce décor assez high-tech, hein, légèrement froid peut-être, mais quand même toujours, je trouve, avec une grande chaleur. Surtout le dernier album qui était particulièrement enveloppé dans les sonorités. Ouais. Oui, il était aussi en train de retourner vers les sources du jazz. Je sais qu'il étudiait beaucoup le piano les dernières années et
qu'il essayait quand même, ce qu'il a fait au concert Flagey aussi, de retrouver les musiciens sur scène aussi, parce que les premiers concerts qu'il a fait au Botanique étaient avec beaucoup d'ordinateurs, de sequences, de loop et de tout ça. Et à la fin, il retrouvait quand même un batteur, un bassiste. Enfin, et puis il y a le talent des musiciens en plus de leur sonorité. Je veux dire, on ne remplace pas ça et non plus. Berthiauris, ça ne se remplace pas facilement. Voilà. Christa Jérôme, ça ne se remplace pas facilement. Fabrice Alman, ça ne se remplace pas facilement. Oui, mais enfin, je trouve qu'il faisait déjouer les musiciens. Alors là, j'ai un petit peu l'avantage de connaître les gens qui ont travaillé avec lui, qui me disaient, il ne voulait pas simplement qu'on joue sur des accords. Éventuellement, on pouvait sortir et faire quelque chose qui soit complètement hors de la programmation. Quand j'appelais Berthiauris pour jouer le concert, il me disait, oui, j'ai pas beaucoup de temps pour venir répéter. Je dis, mais oui, mais tu connais les morceaux et tu as joué chez... Non, il dit exactement, je ne connais pas les morceaux. Je suis venu en studio, il m'a sorti un backing track et j'ai joué des phrases et des solos et des idées et des petites inventions. Et c'est comment on produit à nos jours, comment on produit un disque. Puis on recoupe et on colle où on le veut. Mais donc Miles Davis avait fait ça début des années 70 avec On the Corner. Oui. Billy Hart, le batteur, disait qu'il n'avait jamais entendu les morceaux. Oui. Et il faisait des collages. Donc Mark était un admirateur de Miles Davis. Et perdu, oui. C'était le grand amour, en fait. C'est ça l'architecture musicale, finalement. Hein. On a des éléments, c'est comme on construit ou on conçoit une maison. On a les éléments et on en fait sa propre maison. Alors, qui fait Marc Moulin dans le concert du 20 ? Il faut quand même quelqu'un qui fasse les claviers. Il est trop humble, hein, Yann est trop humble. Non, personne ne fait Marc Moulin. Il y en a qu'un. Bon, on va pas aller plus loin. Et donc, on va revenir à Stéphane Mercier. Album duo. On n'a pas posé la question essentielle. Pourquoi un album en duo ? C'est parce que c'est moins cher que le quartet, c'est plus facile. Non, comme je disais, ça aurait été plus cher de passer un mois en studio. Mais non, tout simplement parce que quand j'ai eu l'opportunité d'enregistrer dans ce studio, j'ai vu que la pièce se prêtait mieux au duo qu'au quartet. Et après avoir parlé avec l'ingénieur du son des possibilités d'expérimentation du son, j'ai préféré. Tout d'un coup, j'ai eu l'idée. Aussi, il faut dire quelque chose. Je suis parti pendant 12 ans. J'étais pas en Belgique, sinon pour y jouer. Aux États-Unis, à Paris. Voilà, c'est ça. Puis là, vous revenez d'Italie encore. Pour une tournée, donc ça c'est différent. Mais il y avait tellement de Belges avec qui j'avais envie de jouer que quand ça a été extrêmement facile de faire une liste. Donc j'ai envoyé une vingtaine d'emails et j'ai eu tout de suite 16 personnes qui ont répondu oui. Et donc j'ai dû arrêter la liste. Il faut dire aussi qu'il y a un duo avec Pierre Van Dormael, enregistré en 94. Ça c'est donc posthume, parce que j'ai tenu à le mettre, parce qu'en enregistrant cet album, j'ai beaucoup pensé à Pierre, avec qui je jouais en duo chez lui, à la maison, et qui m'a fait progresser d'un coup de 10 ans. Sur l'espace de 3 minutes, le temps d'enregistrer, j'ai compris énormément de choses. Alors, au niveau de l'intuition. Ce qui aurait été normal, c'est que vous invitiez un contrebassiste, un pianiste, bon, ok, ça va, mais un saxophoniste, un deuxième saxophoniste, on entre déjà dans un autre univers, un peu plus pervers. Oui, alors l'univers pervers, je l'ai sans doute de Lee Konitz, qui a enregistré un album duo dans les années 70 aussi, avec avec d'autres souffleurs également. Je voulais l'album varié. Je voulais pas qu'il y ait que des duos de pianistes, que des duos avec des overdubs non plus. Donc j'ai pris le risque d'enregistrer avec Fabrice. Je l'ai vraiment pas regretté, parce que tout d'abord j'ai demandé qu'il joue du ténor, ce qui me semblait naturel puisque je joue de l'alto. Il a insisté pour jouer du soprano. Et je lui disais oui, mais bon, quand même, 2 instruments aigus. Il dit non, justement, tu vas voir. On va faire des notes très très proches l'une de l'autre et ça va créer une 3e harmonique dans les graves. On va recréer une fondamentale. Tu verras, je joue beaucoup avec ça. Et comme avec les 16 autres duos, ça a été magique. Oui, et c'est vraiment un miracle. Je ne sais pas si vous pourrez un jour refaire ça avec cette qualité d'écoute, d'empathie. C'est vraiment soufflant. Si, on pourrait le refaire si on se retrouve dans cette situation, c'est-à-dire 3 heures de studio par personne. On est isolé, on est en pleine intimité, on est à 2. À un moment, sur ces 3 heures, la magie doit se passer. Parce qu'effectivement, on est obligé de lâcher prise à un moment. Donc c'est possible, il faut juste l'entretenir.
C'est donc le truc à ne jamais tenter à la maison. Marier un saxophone soprano et un alto, Stéphane Mercier et Fabrice Salman l'ont fait pour nous, comme ça nous dispense. L'album Duologie, qui est sorti sur Quetzal, enfin sorti, c'est pas vraiment sorti physiquement, je pense, c'est un disque moderne, comme on le fait maintenant. Oui, ça se pourrait qu'on le presse un jour. Maintenant, je remercie Patrick Bowens parce que j'avais été chez lui juste pour écouter le mix. Et il a voulu le sortir, il a tenu à le sortir. J'étais ravi parce que vous savez, comme de nos jours, c'est difficile de trouver un label. Maintenant, partir en tournée avec 16 duos, ça n'est pas faisable. Donc, comme c'est l'endroit où on vend le plus de disques, on
on a choisi de ne pas l'imprimer pour l'instant et de voir comment ça se passait avec iTunes, uniquement pour l'instant. Donc c'est un disque dont on ne doit pas faire de suivi. Il y a peu de... Enfin, on fait une émission ensemble qui nous permet de passer un bon moment, mais c'est pas comme un disque normal, peut-être, où on envoie chez les tourneurs. Vous faites ça virtuellement, peut-être? Virtuellement, voilà, on envoie des liens. Exactement. Donc il y aura peut-être des concerts quand même. Espérons. On ne sait jamais. Espérons. Alors, ça s'appelait Last Night When We Were Young, Oui. la nuit dernière, quand on était jeune. Et moi, j'ai été très touché lorsque Fred Hirsch a fait ce morceau pour une compilation de charité dont les fonds étaient destinés à la recherche sur le sida. Ah oui. Parce que lui a attrapé le sida. Enfin, il est séropositif depuis très, 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 très longtemps. Je ne savais pas. Et je trouvais que c'était une magnifique idée. Last Night When We Were Young. C'est un titre magnifique. Et insouciant, en plus. Hein, oui, voilà. oui. Là, moi, j'ai été inspiré par une version de Paul Motian. Comment on prononce encore? Je ne sais pas. Si vous saviez, Paul Motian. Les deux, Motion et Motion. Oui, c'est ça. Parce qu'il est arménien. De par ses voilà. origines. Voilà. Il est arménien, il paraît que si on est arménien, ça se prononcerait plutôt Motion, mais moi je ne suis pas sûr du tout. Hein. Il y a plusieurs écoles, comme aurait dit Marc Moulin. J'ai disait posé ça. la question récemment, mais c'est Motion, je pense. C'est Les Américains, la prononciation. en majorité, Ouais. disent Motion. D'accord. C'est trop tentant, évidemment, hein, Motion. Voilà, donc Last Night When We Were Young, ce que Marc ne faisait pas, hein, très peu en tout cas, Yann Autokit, jouer des standards, c'était pas ça qui l'intéressait. Hein. Oui, il faisait ça, mais il faisait ça chez lui, au piano. Parce qu'il était vraiment, les dernières années, il était en train d'étudier ses standards parce qu'il voulait retrouver ses chops, comme on dit en anglais, et parce qu'il avait débuté comme pianiste de jazz qui accompagnait avec un trio, accompagnait les solistes qui passaient. C'était de coutume dans les années 60, 50, il y avait un trio local qui accompagnait les solistes qui étaient de passage en Europe, et c'est comme ça qu'il a débuté, Louis. Oui, il avait un surnom. Jazz, hein. Il avait un surnom. Comment s'appelle le garçon enfin le garçon, c'est un critique de jazz belge très important, dont le fils continue à faire des concerts pas loin de Bruxelles dans une ferme où il y a des concerts très régulièrement. Voilà, j'ai oublié le nom de ce critique. Ouais. Et il disait que cette personne l'appelait Marc Wingers Moulin à l'époque où, dit-il, je jouais trop vite, où j'essayais de jouer trop vite. Ah bon? Ce qui lui était complètement passé par la suite. Ah, lui, oui, c'était le roi du minimalisme. Slowhand, hein? Oui, sous-entendu, alors qu'il y a une époque où il avait gagné des prix d'ailleurs dans les concours de jazz parce qu'il jouait très vite et très virtuose. Ah, oui. Donc c'est vrai, il a eu cette période, il a fait l'apprentissage, mais par la suite, c'était pas son œuvre, c'était pas ça qu'il voulait laisser. Non, mais c'était quand même, ça je ne sais pas, mais c'était quand même sa grande passion, c'était quand même le jazz. Quand on voyait sa collection de disques, sa collection impressionnante de Miles Davis, c'était quand même là le langage dans lequel je pense il se sentait bien que il connaissait très bien la musique légère des dernières 30 ou 40 années, mais c'était quand même le jazz, c'était quand même très près de son cœur, je pense, mais je peux malheureusement pas le dire à sa place. Je me rappelle, excusez-moi, d'un documentaire télé à peu près 20-25 ans où il parlait énormément de Duke Ellington. Ouais. Il était admiratif de Duke Ellington et je pense qu'il connaissait... Il a redécouvert dans les années 80, avec bonheur, le jazz d'avant-guerre auquel il avait peu prêté attention. C'était un bruit de fond à la radio, mais c'était pas ça. Sa génération était branchée sur Horace Silver, le hard bop, ça il adorait vraiment. Horace Silver, il était très grand admirateur, mais je pense peut-être qu'il n'aimait pas trop le côté un peu gna-gna du jazz, le côté un peu cérébral, élitaire. Il était quand même quelqu'un qui adorait la culture populaire, de nouvelles cultures, des cultures jeunes, des cultures populaires, les cultures qui se développaient aux États-Unis notamment. Donc, il était très curieux pour de nouvelles évolutions, de nouvelles musiques. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est dans le documentaire qui sera projeté le mercredi prochain à Flagey, mais il y a cette rencontre avec Miles Davis, et on l'a revu en télévision récemment, l'intégralité, ou la quasi-intégralité de l'interview. C'est quasiment un club auquel peu de personnes ont accès. Il parle des groupes noirs, de la scène noire, black, dance américaine des années 80. Lui et Miles Davis, ils font des blagues en disant « oui, machin chante mal ». Mais Alain de Bézieux m'a dit qu'il parlait de Nick Kershaw. Est-ce que c'est vrai, ça? Ah oui, ça c'est un autre... Il parlait de pop années 80.
80, justement, avec Miles Davis. Oui, Ah, ouais. donc Miles était obsédé en effet par ce qui fonctionnait. Miles voulait que son groupe fonctionne et il était très jaloux de certains autres musiciens qui avaient du succès. Et donc il essayait de récupérer, de s'accrocher Cyndi Lauper. Enfin, il a repris un truc de Cyndi Lauper, ce qui semble un peu ridicule quand on y repense maintenant. Mais la chanson est magnifique. Et donc pour lui, une bonne chanson, ça valait de l'or. Et Marc Moulin était comme ça, je pense. Il avait ce goût de la mélodie et le côté populaire lui semblait noble. Il a repris aussi du Scritti Politti, qui était un groupe Woodbees. Oui. Woodbees, hein, et en regardant, j'écoutais beaucoup cet album-là de Scritti Politti dans les années 80, et en regardant les crédits, donc sur l'album, j'ai vu que Marcus Miller jouait, enfin des grands, vraiment des tout grands studio men de l'époque, hein, donc il était attentif à tout ça apparemment. Oui. On va écouter quelques instants de Music is my husband, donc toujours Marc Moulin, toujours Christa Jérôme, c'est les musiciens qui sont tous, je pense, au concert. Christa, Bertioris, Fabrice Hellman, Alain de Biézi, peut-être pas lui. Alain sera là, pas nécessairement sur scène. Bon, oui, il nous assistera avec certains loops et sequences. Et Philippe Catherine. Et Philippe Catherine, oui. Music is my husband, but rhythm is my lover. Music is my husband, suits me like no other. Music is my husband, but rhythm is my lover. Rhythm, just like James Bond, is working on the cover. Music is my husband, but rhythm is my lover. Music welcomes rhythm, but they don't hate each other. Music is my husband, but rhythm is my lover. They're the best of friends, so why should I bother? Music is my husband, but rhythm is my lover. Music is my husband, but rhythm is my lover. Marc Moulin, Music is my husband, c'est exactement ce qu'on vient d'entendre à la trompette par Bertioris, c'est exactement ce qu'on disait, il le faisait déjouer exprès, donc c'est pas du tout, on peut pas reconnaître un très bon blindfold test. Qui est ce trompettiste? Je sais pas, Lester Bowie? Non, c'est Bertioris, voilà, c'est pas du tout le même son. Donc l'album I Am You, donc une partie de ces musiques sera entendue, Yann Otoki, dans un spectacle dont vous faites partie, autour de la figure de Marc Moulin. Est-ce que 5 ans après, vous avez changé d'avis? Est-ce que ça s'est mis en perspective? Est-ce que vous avez relativisé certaines choses? Qu'est-ce qui reste de plus important? Disons qu'on essaie quand même d'incorporer toutes les époques. L'époque placebo sera là, l'époque Telex, ça va de soi, l'époque où il a produit Alain Chamfort, et on voit quand même une grande diversité dans l'œuvre de Marc Moulin. Il y a quand même un peu de tout. Il y a la période Blue Note, il y a les nouveaux morceaux, il y aura quand même de nouveaux morceaux, et aussi un vraiment très joli arrangement a cappella d'un morceau qui n'a pas été sorti sur les albums Blue Note, mais qui a été sorti sur le Best of Box. La nouvelle compilation, en effet, il y a un morceau a cappella. Ouais. Voilà, donc alors, si vous vous demandiez pourquoi j'ai insisté pour que vous soyez là ce soir,
C'est Laurence Fassbender, qui était l'épouse de Marc Moulin. Quand j'ai dit qui serait bien représentatif pour parler du spectacle, elle m'a dit Yann Autokit. Trop d'honneur. Donc voilà, vous avez été choisi par quelqu'un qui connaît bien Marc Moulin et qui vous faisait confiance. Yann Autokit qui joue dans la boîte de jazz dans les villes flamandes, il faut le dire aussi. Oui, qui remplace mais là, mon père, trop. Jacques Mercier. Là, c'est trop. Oui, c'est beaucoup trop. Non. Ah, donc on peut remplacer Jacques Mercier, alors c'est faisable. En flamand, très certainement. En flamand, oui. Je suis son remplaçant sur Terre. Vous êtes pour l'instant en relâche, mais ça reprend à Liège bientôt. Hein. Ça reprend à Liège et à partir de décembre, là, c'est parti pour le marathon. Et alors, c'est toujours la même chanteuse avec laquelle j'ai refusé de danser à la première. Mercedes Gomez, qui fait la moitié de la tournée, donc 6 mois, et les 6 autres mois seront... C'est Malou Beauvoir qui arrive après? Non, c'est Deborah Hamilton, qui est une autre anglaise. Et Malou, elle est éjectée? Qu'est-ce qui se passe, non? Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne s'est pas arrangé avec elle. Les agendas, voilà. Voilà, non, bon, allez-y, si c'est pas encore fait, c'est vraiment un spectacle que même les amateurs de jazz avertis prendront, je pense, beaucoup de plaisir à voir. En plus, ça a dû évoluer, puisque ça change tout le temps de partenaire, il y a des nouveaux pianistes, j'ai vu, il faut aller voir des photos avec Vincent Breuning, qui est un type un peu stave comme ça, et vous lui avez mis un chapeau et des bretelles, il est monstrueux, mais c'est très très drôle. Il fait le Heidi 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 Ho de Cap Calloway, il faut quand même voir Vincent Breuning faire ça. Oui, qui apparemment, il peut. C'est thérapeutique pour lui. Voilà, merci beaucoup Stéphane. On écoute avec quelques plaisir. instants de pure imagination. Ça, c'est un duo normal avec Jean-Louis Grassin-Foss. Et je vous invite à aller sur quelle plateforme? Alors, finalement, il y a toutes les plateformes normales, habituelles pour trouver l'album. iTunes, voilà. pour l'instant. Bon, il y en a d'autres, hein, mais entre autres celle-là. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Au plaisir. Et bonne, comme on dit, pour le spectacle Marc Moulin de la semaine prochaine.